À l'heure où de jeunes Européens fuient le chômage de masse en émigrant par exemple de Lisbonne à Maputo, la donne géopolitique est-elle en train de changer entre l'Afrique et l'Europe? Pour en avoir le cœur net, la Congolaise Mona Pembele a souhaité faire le point avec Patrice Tirolien. Cet eurodéputé guadeloupéen suit en effet de près l'évolution des relations entre la vieille Europe et ce qu'on appelle ici les ACP, autrement dit l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. Mona, elle, est productrice d'Africa Vision, une émission sur l'actualité et les dernières tendances de la culture africaine à Bruxelles. Regard croisé donc sur l'Afrique et l'Europe dans les couloirs du Parlement européen. J'ai eu l'occasion de réaliser un reportage dans l'enceinte même des ACP ici à Bruxelles. C'était le mois dernier dans le cadre de la rencontre de tous les ministres de la culture africaine ici en Belgique. Ça peut un peu paraître, ça peut paraître lointain pour le public. Quelle est vraiment la finalité des ACP et pourquoi les ministres de la culture africaine se rencontrent en Europe et non pas par exemple dans un pays africain, et quel est vraiment le rôle, la mission des ACP au sein de l'Europe? Pour cette deuxième question, je ne pourrais pas vous répondre. Peut-être que ils se réunissent alternativement en France ou dans un pays africain. Par contre, je sais que le 12 et le 13 de ce mois, d'ailleurs je suis invité, mais je ne sais pas si je pourrai y aller, il va y avoir une réunion de l'ensemble des chefs d'État des pays ACP qui se tiendra en Guinée équatoriale. Donc voilà concernant les ACP, mais ce qui est important, parce que les ACP c'est quoi? C'est un groupe de pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui sont à l'origine, si vous voulez, des anciennes colonies de la France, de l'Espagne, du Portugal ou de l'Angleterre. Donc ces pays, après la création de l'Union européenne, enfin après le traité de Rome, ces pays, petit à petit, se sont organisés et pour avoir des liens quand même très forts avec leur ancien pays colonisateur, et d'où la création, si vous voulez, de ce groupe ACP et bien entendu de ces liens forts entre l'Union européenne et ces pays ACP. Alors ces liens se font à travers ce qu'on appelle l'APP, c'est-à-dire l'Assemblée parlementaire paritaire. C'est-à-dire c'est une assemblée parlementaire, je viens de vous le dire tout à l'heure, qui se réunit tantôt dans l'Union européenne, tantôt dans un pays ACP. Nous étions dernièrement au Suriname, à Paramaribo. Donc cette assemblée parlementaire paritaire, ce n'est pas un lieu de décision, mais c'est un lieu d'échange où nous échangeons entre parlementaires. Les parlementaires peuvent rencontrer la Commission européenne, le Conseil aussi de l'Union européenne et évoquer un certain nombre de problèmes. Et bien entendu, lors de la dernière réunion que nous avons eue au Suriname, donc on a parlé de problèmes de sécurité, on a pris des résolutions d'urgence concernant les problèmes qu'on connaît actuellement le Mali, concernant les problèmes de la RDC et de la région des Grands Lacs. Nous avons pris aussi des résolutions concernant la Somalie. Nous avons parlé aussi des APE. Ce qui est très important pour les pays ACP, ce sont des accords de partenariat économique qui lient l'Union européenne aux pays ACP. C'est où passe l'aide au développement au niveau de ces pays que transmet l'Union européenne. Donc vous voyez, dans cette enceinte-là, on discute de beaucoup de sujets très importants. Ce n'est pas un lieu où on décide, mais c'est un lieu où on influe sur les politiques qui sont mises en œuvre
en matière de développement. Vous pouvez peut-être me donner un exemple de résolution qui peut être... Non, mais on a pris une résolution concernant notamment les pays, concernant la République démocratique du Congo. C'est une résolution, bon, enfin globalement je résume, hein, qui demande effectivement à ce que les RDC puissent régler pacifiquement tous ces problèmes-là et en rencontrant effectivement les pays voisins, notamment le Rwanda, pour que justement ces problèmes au niveau du Nord Kivu puissent être résolus. Bon, dans cette résolution aussi, nous avons rappelé aussi le rôle de l'ONU, pour que l'ONU puisse garantir la paix, puisse garantir effectivement qu'il n'y ait pas de viol, puisqu'on sait que les viols sont communs, que de la part du M25, que de la part d'autres fractions qui sévissent dans cette zone. Et justement, en parlant des relations Afrique-Europe, comment évolue-t-elle? Parce que d'un point de vue africaine, parce que je suis quand même africaine, on a toujours l'impression que la balance n'est pas très équilibrée. Je veux dire... Oui, mais enfin bon, je vous comprends. Hein. L'Union européenne, c'est un mastodonte économique, tandis que les pays ACP, ce sont des pays qui sont en développement. Mais au contraire, comme je vous disais, bon, par justement les APP, on met en œuvre des politiques de développement. Mais bien entendu, la façon de procéder de l'Europe, je fais une comparaison avec ce que fait la Chine, on en a parlé tout à l'heure. Bon, la Chine intervient dans différents pays. Ça glisse. Bon, la Chine intervient dans un certain nombre de pays pour construire un hôpital, pour construire un stade. Bon, j'ai vu faire au Luanda, le stade du Luanda, tout juste avant la Coupe d'Afrique des Nations, pour construire un palais. Donc ce sont des actions ponctuelles que conduit la Chine, des actions ponctuelles en échange de l'exploitation d'un puits de pétrole, en échange de l'exploitation d'une mine de bauxite ou bien d'un puits de pétrole. Bon, c'est la façon de procéder de la Chine qui est très voyante, mais qui n'est pas pédagogique et qui ne responsabilise pas les pays africains. Tandis que l'aide que l'Union européenne apporte, c'est une aide budgétaire à travers un programme régional ou un programme par pays qui est clairement identifié et qui effectivement est, disons, la suite d'un accord entre l'Union européenne et les pays en question. Alors justement, l'accord de partenariat économique, eh bien, c'est un document contractuel, un document qui fixe en quelque sorte les échanges entre l'Union européenne et les pays ACP. Et bien entendu, cet APE connaît actuellement beaucoup de difficultés à être ratifié par les pays ACP. Il y a très peu il y a un seul APE régional, c'est avec les pays de la Caraïbe, mais il n'y a que des accords intérimaires avec certains pays d'Afrique. Bon, et il faut effectivement que les choses puissent évoluer pour que l'objectif, qui est quoi en fin de compte? L'objectif de ces accords, de cette politique de développement, c'est faire en sorte que l'Afrique puisse éradiquer la pauvreté, que l'Afrique puisse avoir accès à certains services de base, à savoir l'éducation, la santé et toute autre chose, accès à l'eau, etc. Et que l'Afrique puisse véritablement s'insérer dans l'économie mondiale. Parce qu'on pense que l'Afrique
pouvoir se développer que s'il s'insère dans le commerce mondial. Et c'est là aussi le hic, parce que beaucoup de pays africains nous disent, bon voilà, par cette intégration par le commerce, on jette quand même certains pays dans la fosse aux lions. Bon, alors que les choses sont autres. Je crois qu'il faut de la patience, qu'il faut négocier de façon pertinente, ce qui n'a pas été toujours le cas, et qui fait qu'il y a des difficultés actuellement pour que justement ces accords puissent être signés et remplacer le système qui précédait. Donc si je comprends bien, par rapport aux pays émergents et aux pays, donc les pays émergents comme la Chine, le Brésil, et par rapport aux pays européens, les pays européens favorisent plus une politique de développement pour que l'Afrique, dans le long terme, puisse s'autogérer elle-même, alors que les pays émergents, eux, c'est juste, ils injectent juste, ils financent juste, sans penser c'est ça, l'aide de l'Union européenne est beaucoup plus pédagogique et c'est une aide budgétaire qui est beaucoup plus pédagogique et disons que cette aide responsabilise les gouvernements, responsabilise le pays en question. Mais j'ai lu quand même des articles qui remettaient justement un peu en cause ce principe d'aider les institutions, alors que par exemple les pays émergents, eux, injectaient plus justement dans le secteur, dans le commerce, et on disait que ça favorisait plus l'essor justement du commerce, du privé, par rapport à toutes ces subventions qui, en fin de compte, n'arrivaient pas toujours à atteindre le problème de corruption. Et oui, donc, voilà. Oui, vous avez parlé de la corruption, je n'aurais pas osé parler de la corruption, mais je trouve que véritablement, l'aide européenne, c'est une aide qui est positive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui responsabilise et qui permet justement à développer une administration et qui permet aussi à ces pays-là de prendre une certaine autonomie, de pouvoir demain se gouverner tout seul. Bien entendu, cette ère est conditionnée à certains principes au niveau de la démocratie, au niveau des droits de l'homme. Et bien entendu que je crois que c'est la meilleure aide qui puisse être fournie. C'est pourquoi je dis que justement l'APP, les accords de Cotonou, c'est une originalité très forte en matière de développement. Ça n'existe pas ailleurs et ça contraste fortement avec l'aide apportée par certains pays émergents qui font des coups, à mon avis, qui font des coups et qui, bien entendu, utilisent le foncier de certains États pour produire soit des plantes qui par la suite produiront du carburant, etc. Je crois que l'aide européenne, c'est une aide globale, c'est une aide intégrée et c'est une aide aussi qui évolue. Qui évolue parce qu'il y a un partenariat. Il y a des lieux où on peut discuter, on peut échanger. L'aide n'est pas figée, l'aide évolue. Et justement, l'accord de Cotonou qui date de 2000, eh bien cet accord de Cotonou a été révisé en 2005, révisé en 2010, sera révisé certainement en 2015, et puis en 2020, c'est l'arrêt de Cotonou, mais c'est ensemble qu'on verra effectivement quelle forme prendra effectivement l'aide de l'Union européenne. Alors il faut savoir que ce partenariat existe pratiquement depuis assez longtemps, puisque
il y a eu au départ les accords de Yaoundé, après il y a eu les accords de Lomé, puis bien entendu les accords de Cotonou. L'accord de Cotonou a été signé en 2000 et qui va à échéance jusqu'en 2020. Donc ça fait pratiquement 50 ans que l'Union européenne travaille avec les pays ACP dans un partenariat qui est vraiment très fort et qui évolue. Et vous avez parlé de la corruption, moi je n'aurais pas osé parler de la corruption. Non, parce qu'on le lit, donc généralement maintenant les articles, oui. un des motifs pour lesquels... On le lit, on le voit dans beaucoup d'articles. Bon, on constate qu'il y a un certain nombre de fonds qui sont détournés de leur usage. Donc il y a un travail à faire, aussi bien au niveau des pays récipiendaires que aussi de l'Union européenne. Et c'est pourquoi justement cette APP, cette Assemblée parlementaire paritaire, est utile. Parce que c'est un lieu d'échange. Il n'y a pas de sujet tabou. Les pays ACP peuvent décider de l'ordre du jour. Les pays de l'Union européenne peuvent aussi mettre un certain nombre de points à l'ordre du jour. Donc ce n'est pas des relations unilatérales, mais véritablement un partenariat. Justement, face à la crise européenne, il n'y aura pas un changement dans les relations Afrique-Europe et l'Afrique ne se dirigera pas plus vers justement les pays émergents. On va peut-être voir se développer de plus en plus une relation sud-sud. Quelle est votre position par rapport à ça? Non, mais enfin, je pense que les pays ACP vont reconnaître la qualité de l'aide européenne. Justement, il y a prochainement une réunion des chefs d'État ACP en Guinée équatoriale. Bon, ils vont débattre de l'après-Cotonou, savoir comment effectivement quelles sont les relations qu'il y aura entre l'Union européenne et les pays ACP après Cotonou, c'est-à-dire après 2020. Alors, bien entendu, le monde change, le monde évolue. Et c'est pourquoi les relations entre l'Union européenne et les pays ACP doivent aussi évoluer. Maintenant, là où il y a énormément de puissances émergentes. On a parlé de la Chine tout à l'heure. Il n'y a pas seulement la Chine. Bon, il y a le Brésil, il y a l'Inde, il y a d'autres pays d'Asie qui peuvent être considérés comme des puissances économiques. Bon, le monde change parce que, effectivement, nous sommes aussi en crise. Et cette crise, ce n'est pas une crise française ou une crise au niveau de l'Union européenne, c'est le monde aussi qui est en crise. Bon, les problèmes écologiques, environnementaux prennent une place de plus en plus importante. Bon, et le problème du changement climatique, c'est un problème aussi qui nous touche tous. Donc voilà tous les chantiers que l'Union européenne et les pays ACP pourront mettre sous le tapis pour faire fructifier leurs relations. Mais encore une fois, c'est aux pays ACP de savoir, de dire si cette relation pourra durer, se poursuivre sous cette forme-là ou sous une forme différente, ou tout simplement s'arrêter. Bon, moi, j'étais inquiet. Bon, il y a de cela quelques semaines, mais je pense que après effectivement cette dernière réunion de l'APP au Suriname, je pars un peu plus rassuré concernant l'évolution des relations entre l'Union européenne et les pays ACP. Je comprends aussi la tentation qu'ont certains pays ACP d'avoir un partenariat avec un certain nombre de pays émergents. D'autant plus que
ces pays sont moins regardants. C'est-à-dire l'Union européenne met un certain nombre de conditions pour justement que ces relations puissent se dérouler dans un cadre où la démocratie prime, où les droits de l'homme priment, où il y a un respect de la nature et que le développement soit un développement qui durable, qui puisse respecter les biens mondiaux. Bon, donc il y a une philosophie au niveau de l'Union européenne et l'Union européenne gardera toujours cette philosophie. Je ne pense pas, l'Union européenne ne va pas rejeter les pays ACP. Si les pays ACP ne souhaitent pas poursuivre l'aventure avec l'Union européenne, on ne pourra pas faire autrement. Mais je suis confiant, je pense que ces relations vont se poursuivre sous des formes peut-être différentes. C'est vrai que les APE, les accords de partenariat économique, laissent quand même un mauvais souvenir, tout simplement parce que ceux qui ont négocié les APE ont vu d'abord commerce, mais n'ont pas vu développement. Or, il faut effectivement faire en sorte que le commerce et le développement soient liés et qu'il y ait véritablement des indicateurs qui puissent montrer les progrès effectués par les pays ACP, même si nous savons que ces pays, globalement, ont un taux de croissance qui est quand même au-dessus de la moyenne. C'est peut-être l'un des plus forts taux de croissance au niveau du monde, peut-être à part la Chine. Les pays africains progressent bien, mais pas suffisamment pour combler assez rapidement les retards qu'ils ont actuellement. Alors, moi, je voudrais donc, pour clôturer, pour terminer, passer à un autre sujet. Par rapport à tout cela, il y a aussi la question du rôle des diasporas. Justement, par exemple, moi, je suis issue d'une diaspora ici. Et donc, justement, dans ces relations Europe-Afrique, parce que je sais, par exemple, au niveau, pas mal de personnes ont parlé, par exemple, des transferts de fonds qui se passent. Il y a beaucoup, par exemple, beaucoup de personnes qui vivent en Europe envoient de l'argent dans leur famille d'origine, investissent aussi dans leur pays d'origine. Pour vous, quel sera un peu leur rôle, leur place dans... Je crois un rôle très important, puisque ces sommes ne sont pas négligeables. Ces sommes, je ne vais pas les comparer avec l'aide de l'Union européenne, mais ce sont des sommes quand même qui sont assez sensibles. Je pense qu'il faut associer tout le monde. C'est-à-dire, même au niveau, dans les pays ACP, il faut qu'il y ait une société civile qui soit forte. Pour que justement, et qui soit organisée, pour que les ONG, les organisations de la société civile, les organismes qui puissent être associés pour contrôler aussi ce que fait l'État, ce que font les gouvernements. Je crois que ça, c'est obligatoire. Donc, on peut imaginer aussi qu'au niveau de la diaspora, qu'ils puissent aussi s'organiser pour qu'il y ait ce rôle de contrôle et qu'ils puissent aussi prendre un certain nombre d'initiatives étant ici pour justement développer leurs pays respectifs. Et est-ce qu'il y a des institutions dans l'Europe qui vont justement à la rencontre de ces diasporas? Il y a une structure, il y a quelque chose qui est mis en place Non, je ne pense pas, mais je crois que cette diaspora, si elle s'organise, pourrait avoir sa place et pourrait aussi influer les politiques qui se mettent en œuvre au niveau des pays ACP. Je crois que s'ils sont suffisamment organisés, ils peuvent être observateurs
Et je crois que déjà ça se passe ici, hein. Il y a des ONG qui sont invitées dans un certain nombre de réunions qui se tiennent au niveau des commissions paritaires. Parce qu'au-delà des assemblées parlementaires paritaires, il y a 3 commissions statutaires, commission politique, commission de développement et commission sociale, environnementale, qui se réunissent alternativement en Europe et dans les pays ACP. De même aussi qu'il y a des relations, il y a des réunions régionales qui se tiennent dans la Caraïbe, dans chaque région ou sous-région d'Afrique, du Pacifique ou dans la Caraïbe. Donc dans ces réunions-là, dans ces rencontres, on peut imaginer que si il y a une diaspora, on parle de l'Afrique parce que l'Afrique est peut-être plus nombreuse, que dans ces réunions, s'il y a une diaspora qui est active, qui travaille, qui s'intéresse aux pays ACP, ces diasporas pourront être invitées, puisque la société civile est aussi invitée dans les réunions de l'APP. Et voilà, merci en tout cas, merci du temps que vous avez accordé. Mais je vous remercie. Et merci aussi pour les réponses, parce que c'est pas toujours évident de comprendre tout ce qui se passe avec les sigles, toutes ces institutions. Et deux fois, on a besoin de les comprendre avec des mots simples. Oui. Et donc voilà, mais en tout cas, j'ai beaucoup appris. Merci.